Il y a des choses évidentes, mais que personne ne voit. Pas parce qu'elles sont cachées, mais parce que les gens refusent de regarder. Et une fois que tu comprends, tu ne peux plus revenir en arrière. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Partie 1. L'architecture invisible de la sélection naturelle. La majorité des individus traversent l'existence avec une conception tragiquement erronée de la réalité, s'imaginant que la vie devrait par défaut être un long fleuve tranquille, une progression linéaire et exempte de toute friction. Cette illusion est le produit d'une société moderne qui a érigé le confort en vertu suprême, anesthésiant les masses avec la promesse d'une sécurité perpétuelle. Mais dès l'instant où vous décidez de vous extraire de la médiocrité, de viser l'excellence financière ou de forger un esprit supérieur, vous entrez en collision frontale avec l'architecture invisible du monde. La réalité n'est pas pacifique. Elle est un mécanisme de sélection naturelle, d'une brutalité inouïe, conçu pour filtrer impitoyablement les faibles et ne laisser passer que ceux dont la détermination défie toute logique. Ce que le commun des mortels qualifie de malchance, de mauvais timing ou de crise existentielle, n'est en réalité qu'une série de tests systémiques. L'univers, les marchés financiers et les dynamiques sociales ne conspirent pas contre vous par pure malice. Ils agissent comme un tamis impitoyable, une barrière à l'entrée que seuls les individus dotés d'une psychologie d'acier peuvent franchir. Si la richesse, le pouvoir et l'indépendance absolue étaient accessibles sans épreuve, ils perdraient instantanément leur valeur. Le test est donc la condition sine qua non de la rareté. Vous êtes testé en permanence parce que le sommet de la pyramide sociale et économique est un espace restreint, incapable d'accueillir ceux qui s'effondrent à la première tempête. L'une des premières erreurs que font ceux qui entament leur ascension est de personnaliser l'obstacle à pitié. Ils se victimisent, s'interrogeant avec amertume sur les raisons pour lesquelles le sort s'acharne sur eux, au moment même où ils déploient le plus d'efforts. Cette posture de victime est la garantie absolue de l'échec pointé. Le test n'a pas de visage, pas d'émotion, pas de rancune. Il est purement mathématique. C'est une équation de la réalité qui vient sonder l'intégrité de vos fondations. Lorsque vous perdez un client majeur, que votre capital subit une baisse drastique ou qu'un projet sur lequel vous avez misé des années s'effondre, ce n'est pas une punition. C'est une évaluation rigoureuse de votre capacité à absorber le chaos sans perdre votre lucidité. Le concept d'homéostasie, bien connu en biologie, s'applique avec une précision terrifiante au comportement humain et aux systèmes économiques. Tout système cherche instinctivement à maintenir son équilibre actuel et résiste farouchement à tout changement, même si ce changement est positif. Lorsque vous modifiez votre trajectoire de vie, vous perturbez l'homéostasie de votre environnement. La résistance que vous rencontrez, ces épreuves qui s'enchaînent comme par magie noire dès que vous passez à l'action, ne sont que la réaction mécanique du système qui tente de vous ramener à votre point de départ. Comprendre cela change radicalement votre perception du monde. Le test devient la preuve irréfutable que vous êtes en mouvement. Dans cette optique, l'absence de test devrait être votre plus grande source d'angoisse. Si votre vie est actuellement fluide, si aucune friction ne vient entraver vos journées et si aucun dilemme complexe ne vous empêche de dormir, cela signifie tragiquement que vous stagnez. Vous évoluez dans une zone de complaisance mortifère où aucune croissance réelle n'est possible. Les individus de haut niveau développent une relation paradoxale avec l'adversité. Ils ne la recherchent pas par masochisme, mais ils l'accueillent comme un indicateur de performance. Ils savent que le calibre d'un homme se mesure à la taille des problèmes qu'il est capable de résoudre sans perdre son sang-froid. Il est fascinant d'observer comment la sélection opère par vagues successives. Le premier niveau de test est généralement trivial, conçu pour éliminer la masse des touristes de l'ambition. Il s'agit des petites frustrations quotidiennes, des retards administratifs, de la fatigue physique ou du premier échec public. La majorité de la population s'arrête ici, trouvant dans ces micro-obstacles une excuse parfaitement rationnelle pour retourner à son confort anesthésiant. En franchissant cette première ligne, vous ne faites que gagner le droit d'affronter des démons beaucoup plus sophistiqués, des tests qui ne cibleront plus seulement votre énergie physique, mais l'essence même de votre identité et de votre rapport au monde. C'est ici qu'intervient la notion d'asymétrie de l'information dans la psychologie humaine. La plupart des gens ne voient que le succès éclatant des figures qu'ils admirent, ignorant totalement l'abysse de doute, de nuit blanche et de trahison qui a précédé cette gloire.
Ils désirent le résultat sans avoir la moindre intention de payer la facture des épreuves. La réalité est que le succès est une dette qui se paie d'avance. Et la monnaie d'échange n'est autre que votre capacité à endurer l'inconfort prolongé. Chaque fois que vous choisissez la discipline au lieu du réconfort, vous réglez une fraction de cette dette. Le test est l'huissier de justice de la réalité, venant vérifier si vous avez les fonds psychologiques pour soutenir vos ambitions. En définitive, intégrer l'architecture invisible de la sélection naturelle demande une transformation radicale de votre dialogue intérieur. Vous devez passer du statut de sujet passif, subissant les aléas de l'existence, à celui d'observateur analytique de votre propre parcours. Lorsque le prochain désastre frappera à votre porte, votre première pensée ne devra plus être une plainte, mais une question froide et calculatrice. Quelle est la leçon cachée dans cette asymétrie? Et comment puis-je utiliser cette friction pour rendre mon système personnel encore plus antifragile? C'est par cette exactitude chirurgicale face à l'adversité que l'on sépare définitivement les exécutants des visionnaires. Partie 2. La friction financière et le piège de la gratification instantanée. L'argent est sans doute le miroir psychologique le plus impitoyable qui ait jamais été inventé par l'humanité. Il ne change pas fondamentalement qui vous êtes. Il agit comme un amplificateur stéroïdien de vos traits de caractère préexistants, révélant au grand jour vos failles, vos peurs et vos compulsions. Le premier véritable test, qui frappe quiconque commence à générer un flux de revenus supérieur à la moyenne, est celui de la friction financière. Le système économique mondial, dans sa conception même, est une machine titanesque conçue pour aspirer la liquidité des poches des impulsifs pour la transférer dans les coffres des disciplinés. Vous êtes testé chaque jour sur votre capacité à résister à l'ingénierie redoutable de la gratification instantanée. Le piège se referme souvent de manière imperceptible parce que l'on nomme l'inflation du style de vie. Dès que le compte en banque se remplit, l'ego chuchote qu'il est temps d'afficher cette nouvelle réussite. Le changement de garde-robe, la voiture de luxe en leasing, l'appartement hors de prix dans le quartier en vue. Tout cela n'est qu'une série de tests de caractère que la majorité échoue avec une prévisibilité tragique. En cédant à ces sirènes, l'individu s'enferme de lui-même dans une prison dorée, augmentant son seuil de rentabilité personnelle et se rendant esclave du revenu qu'il vient tout juste de créer. Il échange sa liberté future contre un statut présent totalement illusoire. La société de consommation a militarisé la psychologie humaine pour vous faire échouer à ce test. Chaque publicité, chaque algorithme de réseau social, chaque placement de produit est une arme de destruction massive pointée sur votre cortex préfrontal, la zone de votre cerveau responsable de la planification à long terme. L'objectif de l'économie moderne est de court-circuiter cette zone pour stimuler votre système limbique, déclenchant des décharges de dopamine qui vous poussent à l'achat compulsif. Vous êtes testé sur votre souveraineté mentale. Chaque fois que vous achetez un passif pour impressionner des gens que vous méprisez secrètement, vous prouvez au marché que vous n'êtes pas apte à conserver la richesse. La véritable nature du capital est d'être un outil d'acquisition de liberté, de temps et de pouvoir de négociation, et non un moyen de signalisation sociale. Le test financier consiste à observer la somme d'argent s'accumuler sur vos comptes sans ressentir la moindre démangeaison physique de devoir la dépenser. C'est une épreuve d'une violence psychologique extrême pour ceux qui associent leur valeur humaine aux objets qu'ils possèdent. Les véritables bâtisseurs d'empires développent une froideur clinique vis-à-vis de la monnaie. Ils la voient comme des munitions sur un champ de bataille, comme de l'énergie cinétique qu'il faut accumuler pour déployer des frappes stratégiques, et non comme un moyen d'acheter des trophées en plastique. L'accès au crédit facile est l'autre facette de ce test mortel. L'endettement à la consommation est l'équivalent moderne de la servitude volontaire. Le système vous tend à un piège séduisant. Possédez maintenant et payez plus tard. C'est le test absolu de votre perception du temps. Ceux qui succombent au crédit sacrifient leur futur pour anesthésier les douleurs de leur présent. En signant ce contrat, vous acceptez de travailler des centaines d'heures supplémentaires dans les années à venir simplement pour rembourser les intérêts d'une impulsion éphémère. Le système filtre ainsi ceux qui ne comprennent pas la valeur mathématique du temps, les reléguant au rang de générateurs de rendement pour les banques. La peur de manquer une opportunité est également un levier psychologique massif, utilisé pour tester votre solidité financière. Que ce soit l'achat d'un bien immobilier au sommet d'une bulle parce que tout le monde le fait,
ou l'investissement dans un actif hautement spéculatif, sans en comprendre les sous-jacents. L'instinct grégaire est votre pire ennemi. Le marché teste votre capacité à rester les bras croisés, à faire preuve d'une passivité stoïque pendant que la foule s'enivre d'euphorie. La patience n'est pas seulement une vertu morale dans ce domaine, c'est une compétence technique de premier ordre, une armure contre le pillage institutionnel. Il faut comprendre que l'accumulation de capital n'est pas un processus glamour, c'est une discipline silencieuse, solitaire et souvent profondément ennuyeuse. C'est le refus répété d'une multitude de plaisirs, à court terme, au profit d'une vision décennale. Le test réside dans l'acceptation de cet ennui. La plupart des gens détruisent leur propre patrimoine par pur besoin d'action, par besoin de ressentir des frissons. Ils surnégocient en bourse, ils ouvrent des entreprises périphériques sans lien avec leur expertise principale, tout cela pour combler un vide existentiel. Ils échouent au test de l'inaction stratégique. La véritable richesse exige de devenir invisible à la machine de la consommation. Cela implique de forger un ego tellement dense et sécurisé qu'il ne nécessite aucune validation externe. Le jour où vous pouvez garer un véhicule modeste devant un restaurant luxueux sans ressentir la moindre once de honte, vous avez passé un cap critique. Vous avez désactivé les boutons sur lesquels la société appuyait pour vous siphonner. C'est à cet instant précis que la magie des intérêts composés et de l'accumulation pure commence à opérer en votre faveur, transformant la friction financière d'un ennemi redoutable en un allié implacable. Partie 3. L'asphyxie sociale et le syndrome du crabe. Le voyage vers le sommet est une transgression impardonnable aux yeux de la tribu. Quoi? L'être humain est un animal profondément social, dont la survie a dépendu pendant des millénaires de son intégration au sein du groupe. S'éloigner du troupeau, c'était s'exposer à une mort certaine. Aujourd'hui, bien que les prédateurs aient disparu de nos rues, la psychologie tribale demeure intacte. Lorsque vous commencez à modifier votre comportement, à lire, à investir, à travailler le week-end, vous devenez une anomalie. Et la tribu a horreur des anomalies. Le test de l'asphyxie sociale est l'un des plus douloureux, car l'ennemi ne porte pas le visage d'un concurrent ou d'un marché abstrait, mais celui de vos amis d'enfance, de votre conjoint ou de vos parents. Ce phénomène est parfaitement illustré par la métaphore du syndrome du crabe. Placez un seul crabe dans un seau, il s'en échappera sans difficulté. Mettez-en plusieurs, et dès que l'un d'entre eux tentera de grimper vers la liberté, les autres s'agripperont à lui et le tireront inexorablement vers le fond. Ce n'est pas de la méchanceté pure, c'est une réaction de survie psychologique. Votre ambition est un miroir terrifiant qu'ils n'ont pas demandé à regarder. Votre succès naissant leur jette au visage leur propre médiocrité, leurs rêves abandonnés et leur manque de courage. Pour apaiser leur dissonance cognitive, il est beaucoup plus facile de vous saboter ou de vous rabaisser que d'élever leurs propres standards. La manipulation commence toujours de manière insidieuse. Ce sont des remarques passives-agressives sous couvert d'humour. Tu as changé, tu ne penses plus qu'à l'argent, tu vas te tuer à la tâche. C'est un test de votre perméabilité émotionnelle. Le groupe utilise la culpabilité, l'arme la plus vicieuse du répertoire humain, pour vous ramener dans les rangs de la normalité. Ils essaient de vous faire croire que votre désir de grandeur est une trahison affective. Beaucoup cèdent à ce stade. La peur du rejet social est si viscérale qu'ils préfèrent s'aborder leurs propres projets, retourner au bar le vendredi soir et reprendre les discussions stériles, pour retrouver la chaleur toxique de l'approbation du groupe. Réussir financièrement et mentalement implique d'accepter une phase de deuil social inévitable. Vous êtes testé sur votre capacité à endurer l'isolement. L'espace entre la vie que vous quittez et celle que vous construisez est un no man's land psychologique froid et silencieux. Vos anciens amis ne vous comprennent plus, et vos futurs pairs ne vous connaissent pas encore. Dans cette faille temporelle, le doute s'installe. Le cerveau, privé de ses sources habituelles de validation, panique ponctuelle. C'est ici que se forge le caractère d'exception, dans la capacité à se tenir seul dans l'obscurité, soutenu uniquement par l'intensité de sa propre vision. Savoir établir des frontières étanches est une compétence de survie. Vous allez devoir apprendre l'art difficile de dire non sans ressentir le besoin maladif de vous justifier. L'incapacité à décevoir les autres est un défaut fatal dans le monde des affaires et de l'investissement. Si vous laissez votre entourage dicter votre emploi du temps, vos choix de vie ou vos dépenses,
Vous n'êtes pas le propriétaire de votre destin, vous n'en êtes que le gestionnaire par intérim. Le test consiste à regarder une personne que vous appréciez dans les yeux et à refuser une invitation, une demande de prêt ou une faveur qui nuit à votre objectif en assumant pleinement le malaise qui en découle. Il faut également se prémunir contre la projection des insécurités d'autrui. Lorsque vous parlez d'un projet ambitieux et qu'on vous répond avec cynisme ou fatalisme en énumérant toutes les raisons pour lesquelles cela va échouer, comprenez bien que la personne ne parle pas de vous. Elle parle de ses propres limitations intellectuelles et de ses propres terreurs. Le test consiste à ne pas absorber la gravité de leur médiocrité. L'esprit est perméable. Si vous passez vos journées avec des individus dont le seul horizon est le week-end et dont le seul accomplissement est de se plaindre du gouvernement, leurs paradigmes deviendront progressivement les vôtres par un lent processus d'osmose. La quête de validation auprès de ceux que vous êtes en train de distancer est un piège mortel. C'est l'erreur du parvenu, retourner dans son ancien environnement en espérant être célébré pour ses victoires. Vous n'obtiendrez jamais d'applaudissements sincères de la part de ceux qui ont choisi la facilité. Vous n'obtiendrez que des sourires crispés, de la jalousie dissimulée et des requêtes d'assistance financière non formulées. Vous êtes testé sur votre détachement émotionnel vis-à-vis du regard de votre classe d'origine. La véritable élévation sociale demande la cruauté de brûler certains ponts, non par arrogance, mais par stricte nécessité d'hygiène mentale. À mesure que vous montez en grade, vous découvrirez que les sommets sont des environnements à l'air raréfié. Les dynamiques sociales y sont radicalement différentes. L'affection inconditionnelle de la classe moyenne fait place à des relations basées sur l'utilité, le respect mutuel des accomplissements et la création de valeur. C'est un monde d'une froideur apparente, mais d'une efficacité redoutable. Le test final de l'asphyxie sociale est l'adaptation à ce nouvel écosystème, la capacité à naviguer au milieu de requins et d'aigles sans être dévoré, en maîtrisant les codes silencieux du pouvoir et de la richesse. Loin, très loin, de la mentalité étouffante du seau de crabe. Partie 4. L'entropie psychologique et le sabotage intérieur. L'ennemi le plus dévastateur que vous affronterez ne siège ni dans une banque, ni dans un conseil d'administration, ni parmi vos amis cyniques. Il est confortablement installé entre vos deux oreilles. L'esprit humain, malgré ses capacités d'abstraction prodigieuses, est programmé par des centaines de milliers d'années d'évolution pour privilégier la survie à court terme plutôt que l'accomplissement à long terme sur elle. Cette architecture neurologique entraîne ce que l'on peut qualifier d'entropie psychologique, une tendance naturelle au déclin, à la facilité et au chaos intérieur. Vous êtes testé chaque minute par votre propre cerveau qui déploie un arsenal terrifiant de subterfuges pour vous empêcher de fournir l'effort nécessaire. Le syndrome de l'imposteur est l'une des armes les plus sophistiquées de cet arsenal. À chaque étape de votre ascension, une voix intérieure insidieuse tentera de vous convaincre que vous n'êtes pas à votre place, que vos succès sont le fruit d'une erreur statistique et que l'univers finira par découvrir la supercherie. Ce n'est pas une simple crise de confiance, c'est un test systémique de votre solidité identitaire. Le cerveau panique face à un nouvel environnement de haute pression et tente de vous renvoyer à un niveau inférieur où il se sent en sécurité. Accepter cette voix et ralentir la cadence par peur d'être démasqué, c'est échouer lamentablement au test de l'autorité personnelle. La rationalisation est sans doute le piège le plus pervers pour les individus intelligents. Plus votre quotient intellectuel est élevé, plus vous êtes capable d'inventer des excuses brillantes et logiquement inattaquables pour justifier votre paresse ou votre lâcheté. Votre esprit vous convaincra qu'il est stratégiquement préférable de repousser ce lancement de produit, que ce n'est pas le bon contexte économique pour investir, ou que votre fatigue justifie une semaine d'inaction totale. Le test consiste à observer la mécanique de votre propre pensée avec une méfiance absolue, à reconnaître que votre intelligence est en train d'être détournée par votre instinct de conservation pour rationaliser le renoncement. C'est ici qu'intervient le phénomène troublant de l'autosabotage qui survient, presque systématiquement, juste avant une percée majeure. Combien d'entrepreneurs détruisent une négociation cruciale la veille de la signature? Combien de traders liquident une position gagnante à la seconde où l'inconfort de l'inconnu se fait sentir? Ce sabotage est le résultat d'un thermostat interne qui régule le niveau de succès que vous vous autorisez inconsciemment. Dépasser ce niveau déclenche une anxiété vertigineuse.
Le cerveau préfère la misère, qui lui est familière, au succès qui lui est étranger. Le véritable test est d'endurer cette angoisse sans bouger, sans rien détruire, jusqu'à ce que votre thermostat interne s'ajuste à cette nouvelle normalité. La gestion de la fatigue émotionnelle est la frontière où la majorité s'écroule. La motivation initiale, dopée à l'adrénaline et à l'enthousiasme des débuts, s'évapore inévitablement. Survient alors le désert de l'exécution. Des mois, voire des années de travail fastidieux, répétitif et non récompensé. Le niveau de dopamine chute dramatiquement. C'est l'épreuve de la constance. Ping-pong. Le test est d'une simplicité brutale. Êtes-vous capable de faire ce que vous aviez dit que vous feriez, longtemps après que l'envie de le faire vous a quitté? La discipline n'est pas une incantation magique, c'est le refus froid et robotique d'écouter ses propres fluctuations émotionnelles. L'art du dialogue intérieur après un échec est un marqueur définitif de votre trajectoire. Lorsque vous subissez une perte cinglante, l'entropie psychologique se nourrit de vos regrets. La tendance naturelle est de basculer, soit dans l'autoflagellation destructrice, soit dans le déni, en blâmant les circonstances extérieures. Les deux réactions sont des échecs patents au test de l'objectivité. L'esprit supérieur ne s'insulte pas et ne se dédouane pas, il analyse. Il transforme l'humiliation de la défaite en une série de données froides et exploitables. Il sépare l'échec de l'événement de sa propre valeur intrinsèque, refusant de laisser un mauvais résultat contaminer sa psychologie de fond. Pour vaincre cette gravité mentale, il est impératif de forger une armure psychologique, en observant son ego avec le recul d'un scientifique étudiant une créature en laboratoire. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos doutes, vous êtes l'entité qui les observe et qui, in fine, décide de l'action. L'imperméabilité à ses propres faiblesses demande une hygiène de vie radicale. Le manque de sommeil, une mauvaise alimentation ou une surconsommation de stimulants numériques ne sont pas des péchés mineurs. Ce sont des failles béantes dans vos défenses qui permettent à l'entropie de prendre le contrôle de la machine. Au sommet, la guerre psychologique devient permanente. L'enjeu n'est plus seulement de réussir, mais d'empêcher son propre esprit de démanteler l'empire que l'on a mis des années à bâtir. Non. Vous serez testé sur votre capacité à tolérer une pression interne gigantesque, à marcher au bord de l'abysse sans ressentir l'envie funeste de sauter. Vaincre le sabotage intérieur est le prérequis absolu pour conquérir le monde extérieur, car un homme divisé contre lui-même ne peut opposer aucune résistance face aux forces impitoyables de la réalité économique. Partie 5. La brutalité des marchés et l'épreuve de la volatilité. Le monde des affaires et les marchés financiers constituent l'arène ultime où la psychologie humaine est exposée dans toute sa vulnérabilité. Les marchés sont des entités amorphes, amorales et dépourvues de toute pitié. Ils n'ont que faire de votre histoire personnelle, de vos bonnes intentions ou du temps que vous avez investi. Ils n'obéissent qu'à l'implacable loi de l'offre, de la demande et de l'allocation des flux de capitaux. Le test imposé par cette brutalité économique est celui du contrôle absolu face au chaos. Croire que l'on maîtrise parfaitement son environnement est l'illusion des sots. L'investisseur et l'entrepreneur averti savent qu'ils ne contrôlent que leur exposition au risque et leur réaction face à l'inattendu. La volatilité est le mécanisme d'expropriation le plus sophistiqué jamais inventé. Elle n'est pas un dysfonctionnement du système, elle est sa respiration. Dans sa fonction la plus crue, la volatilité sert à transférer la richesse des individus impatients et émotionnels vers les individus patients et stoïques. Lorsque les cours s'effondrent, que la panique s'empare des écrans et que les journaux annoncent l'apocalypse financière, ils testent votre conviction, la solidité de vos recherches initiales et la robustesse de votre tempérament. Ceux qui succombent à la terreur vendent leurs actifs à perte, offrant sur un plateau d'argent leur part à une élite qui attendait patiemment ce bain de sang pour accumuler des positions à rabais. La violence psychologique d'une baisse drastique de son capital est indescriptible pour quiconque ne l'a jamais vécu. Voir des années de labeur effacées des écrans en l'espace de quelques jours provoque une réponse de stress primitif. Le cerveau limbique assimile cette perte financière à une menace de mort physique immédiate, inondant le corps de cortisol. Le test est ici purement physiologique. Êtes-vous capable d'interdire à votre biologie de dicter vos décisions financières? Vendre dans la panique,
c'est laisser son amygdale prendre le contrôle du clavier. C'est l'aveu d'une défaite totale face à l'ingénierie de la peur qui régit les foules. Néanmoins, la conviction ne doit pas se transformer en dogmatisme aveugle. C'est la dichotomie subtile de ce test, savoir faire la différence entre tenir bon dans la tourmente parce que les fondamentaux de l'entreprise sont intacts et s'entêter par orgueil dans une stratégie qui s'avère manifestement obsolète. L'ego en investissement est un fardeau mortel. Le marché exige de vous une humilité radicale, la capacité d'admettre publiquement et rapidement que vous avez eu tort, d'accepter la perte et de réallouer vos capitaux sans aucune charge émotionnelle. Ceux qui s'accrochent à une position perdante parce qu'ils refusent de se confronter à l'erreur échouent au test de l'adaptabilité. Les événements d'ordre macroéconomique extrême, souvent qualifiés de signes noirs, viennent balayer toutes les prévisions et les modèles mathématiques les plus poussés. Pandémie mondiale, guerre soudaine, crise de liquidité systémique. Ces ruptures de la normalité ne préviennent pas. Elles testent l'architecture de votre survie financière. Avez-vous utilisé un levier d'endettement irréfléchi? Avez-vous concentré tout votre patrimoine sur un seul secteur fragile? Le signe noir est l'évaluateur impitoyable de la gestion des risques. Il débusque ceux qui confondaient un marché aussi euphorique avec leur propre génie et les renvoie à l'âge de pierre de l'accumulation de capital. Il est essentiel de comprendre le biais des survivants lorsque l'on écoute les récits des investisseurs à succès. Les cimetières financiers sont remplis de personnes extrêmement brillantes qui ont pris trop de risques ou qui n'ont pas su contenir leur arrogance lors des corrections de marché. Les survivants ne sont pas nécessairement les plus intelligents. Ce sont ceux qui ont développé la plus grande asymétrie entre la prise de décision logique, sous contrainte extrême, et la réaction émotionnelle. Ils opèrent comme des snipers sous le feu ennemi. La respiration est lente, la vision est claire et l'exécution se fait sans la moindre précipitation. S'extraire vivant de la volatilité extrême modifie de manière permanente votre perception du risque. Vous développez des cicatrices psychologiques qui, si elles sont bien intégrées, se muent en une armure impénétrable. Les petites corrections de marché qui terrorisent la masse des investisseurs amateurs ne vous font plus lever un sourcil. Votre ligne de base de la peur a été repoussée dans des retranchements lointains. C'est la récompense ultime pour avoir passé ce test du feu, une tranquillité d'esprit froide et reptilienne face à l'effondrement apparent du monde, une tranquillité qui vous permet d'opérer avec une précision létale au moment où tout le monde capitule. Pour dompter la brutalité des marchés, vous devez intégrer la volatilité non pas comme une menace à fuir, mais comme l'outil principal de votre ascension. Si la courbe était droite et prévisible, la prime de risque n'existerait pas et les rendements massifs seraient impossibles. Vous êtes testé en permanence pour savoir si vous méritez la surperformance. La réponse réside dans votre capacité à regarder le chaos dans les yeux, à lire la peur dans les mouvements de masse et à agir exactement à l'inverse de ce que vos instincts biologiques vous hurlent de faire.